Il y a une anecdote par rapport à un événement qui m'a réellement marqué durant ma vie, c'est ma maman. Je me rappelle ce jour, le 13 mars 2020, j'étais gravement malade ce jour-là. J'étais à deux pas de mourir en fait. Et puis j'étais allongé sur la chaise, et puis j'étais vraiment souffrant, je n'aimais pas vraiment aller à l'hôpital. Et puis elle me prend, elle me dit non, on y va, tu vas m'accompagner à acheter quelque chose, j'arrive pas à marcher. J'étais comme, ok, on y va. Je devais conduire, mais elle m'a dit non, on va prendre le transport en commun et puis on va en ville. On habitait à Kasavubu, on a pris les transports, je sais pas si ça existe toujours, YOLO, non, c'est ISC, quelque chose comme ça. On est monté, on est arrivé en ville, et puis je me vois, on est en train d'aller vers l'hôpital, et puis elle me dit comme, tu sais, si tu mourais aujourd'hui, je n'aurais pas des raisons de vivre. J'étais comme, je veux que tu guérisses et que toi tu prennes soin de moi. Et ces mots-là ont tellement marqué ma vie, ont tellement joué vraiment psychologiquement dans tout ce que je fais comme choix actuellement. Tout ce que je fais maintenant, c'est en fonction de ça. Je me dis, j'ai un rôle à jouer, j'ai une personne sur qui prendre soin. J'ai vraiment ces devoirs-là de rédévabilité envers cette excellente femme que la vie m'a donnée, que je n'aimerais pas perdre. Et c'est vraiment ça va vraiment marquer durant toute ma vie. Même quand on rencontre des situations dans la vie, des femmes qui vous blessent par-ci par-là. Mais au moins tu gardes l'image d'avoir une femme exceptionnelle, d'avoir une mère qui a su nous réunir même quand c'était noir, qui a su nous mettre ensemble, qui a su nous faire asseoir nos égos pour nous dire que hey, écoute, calme-toi, ça va arriver. Il y a tellement de choses qu'elle m'a dit durant ma vie qui s'est réalisée après. Je l'aime tellement et je la salue là où elle est. Betty Pia, je t'aime beaucoup. Et ma mère, qui représente beaucoup pour moi, comme tout enfant, je connais ses sentiments de solitude, parfois quand j'allais à l'internat, où j'étais avec mes amis, et maman, qui n'était pas là à l'époque, j'ai eu à combler cette absence. Déjà, à l'âge de 14 ans, où j'étais à l'internat avec des amis, c'est de là que j'ai perdu cette habitude d'être tout le temps avec ma maman, dont j'ai tant aimé, dont j'aime beaucoup. Et vivre aujourd'hui, être orphelin, déjà, dans la vingtaine, ma maman m'a toujours manqué, mais le fait qu'elle m'a envoyé à l'intérieur du pays, Lubumbashi, à l'Équateur, tout ça, pour étudier, ça m'a fait faire comme si j'avais une raison, j'avais, n'est-ce pas, quelque chose pour me soulager, que maman voulait, c'est que je sois bien rodé dans la vie. Maman, avant tout, c'est la personne qui vous enseigne le rudiment de la vie. Des expériences comme la première nourriture, ça se passe avec la maman. De l'histoire mondiale ont donc laissé une empreinte indélébile sur l'humanité, façonnant les sociétés, les cultures, les idées à travers les âges. Leurs contributions, souvent sous-estimées et même effacées de récits historiques traditionnels, ont été cruciales pour le progrès et l'évolution de notre monde. De l'Antiquité à nos jours, les femmes ont joué de rôles variés, influents dans tous les domaines de la vie humaine. Que ce soit Cléopâtre, reine d'Égypte célébrée pour son intelligence politique et son charisme, Jeanne d'Arc, héroïne française qui a mené l'armée française à des victoires cruciales pendant la guerre des 100 ans et a été canonisée comme sainte par l'Église catholique. Vita, militante de droits civiques en RDC. Rosa Parks, figure emblématique du mouvement de droits civiques aux États-Unis, célèbre pour son refus de céder sa place à un passager blanc dans un bus à Alabama, déclenchant ainsi le boycott de bus de Montgomery. Qui nous a aidés dans la lutte contre l'homme blanc, contre le colon. Et il y a tellement de femmes, il y a même une dame, Maman Annie, elle est tellement exceptionnelle cette dame-là. J'aimerais vraiment la rencontrer et la faire un gros câlin. Et il y a vraiment tellement de grandes dames qui ont vraiment marqué le monde par
par leur vie. Il y a tellement de femmes, il y a même une dame dont j'ai, depuis mon enfance jusqu'à devenir un grand garçon, un monsieur, aujourd'hui. Et ma mère, qui représente beaucoup pour moi, comme tout enfant, je connais ses sentiments de solitude, parfois quand j'allais à l'internat, où j'étais avec mes amis, et maman, qui n'était pas là à l'époque, j'ai eu à combler cette absence. Déjà, à l'âge de 14 ans, où j'étais à l'internat avec des amis, c'est de là que j'ai perdu cette habitude d'être tout le temps avec ma maman, dont j'ai tant aimé, dont j'aime beaucoup. Et vivre aujourd'hui, être orphelin, déjà, dans la vingtaine, ma maman m'a toujours manqué, mais le fait qu'elle m'a envoyé à l'intérieur du pays, Lubumbashi, à l'Équateur, tout ça, pour étudier, ça m'a fait faire comme si j'avais une raison, j'avais, n'est-ce pas, quelque chose pour me soulager, que maman voulait, c'est que je sois bien rodé dans la vie, et vivre à Bruxelles, seul, avec des amis ou quelques membres de famille, j'avais l'habitude. Donc, l'amour de ma maman m'a jamais quitté. Et je vais aussi vous parler de quelques anecdotes pour, n'est-ce pas, vous exprimer quelque chose d'indélébile qui reste dans ma tête quand je passe à ma maman. Voilà, il n'y a rien qui remplace une mère. On peut remplacer des poumons, on peut remplacer tout ce que l'on veut, mais une mère, ça ne se remplace pas. Il faut lui dire, il faut dire, maman, je t'aime avant qu'elle parte. Je n'ai pas eu cette chance. Mais, vous savez, c'est drôle à dire, mais vous savez, la mère, c'est aussi quelqu'un qui pleure quand vous êtes malade. Ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu quand vous êtes malade et que les solutions tardent. Directement, maman pleurait. Et ça je n'oublie jamais. Et je lui dis toujours, lorsque elle est fâchée contre moi, ou je suis fâché contre elle, et quand je me rappelle que quand j'étais malade, elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait à fond. Juste parce que me voir sur un lit d'hôpital ou en train d'être consulté par un médecin, c'était une expérience douloureuse. Et je pense que je comprends ça, mais pas au même niveau qu'elle. Mais aujourd'hui, quand je vois mon fils malade, je pense que c'est la même impression. C'est la chose la plus difficile à entrevoir, c'est de voir sa progéniture en situation difficile. Et je pense que c'est une force pour toutes les mères du monde. En tout cas, elles n'accepteront jamais qu'un problème arrive à leur enfant. L'ami d'enfance de ma mère depuis l'époque belge, quand moi j'étais même pas né, voilà, les gens qui savent comment la famille Aguepa, dont M. Kofi Olomide est issu, est une famille amie à la nôtre depuis le bas âge, hein, donc où j'étais même pas là, j'étais pas encore né. Et Rita qui me dit maman est ici, où es-tu? J'ai appelé, dit Claude, je veux te voir. J'étais sur rue Vignol, 93-95, à Buzeval, métro Buzeval, chez M. Kofi Olomide, où j'avais l'habitude de venir chaque semaine, parfois 2-3 fois, parler, rester avec celui que j'appelle, je dois appeler, parce que comment effacer une amitié qui date de longue date comme ça, entre deux familles, donc... je connaissais, je suis venu, j'ai sonné, la maman a ouvert la porte. Après que j'étais sorti de l'ascenseur et on a parlé de tout et de rien.
Mais ce que je retiens, elle m'a dit, Maman Paulina Koumou a dit que tu dois quitter Paris. Tu dois quitter la France, tu dois aller aux États-Unis parce que la France est grillée. Plus de racailles, plus des gribouilles et racailles, tout ça, les gens qui viennent de mauvaises... Vous savez, nos mamans sont celles qui nous ont portés pendant 9 mois. Celles qui connaissent les douleurs d'enfantement. Et ce sont celles qui nous ont donné aussi les noms. Les noms que j'ai, c'est ma mère qui m'a donné. Et il y a un moment donné dans la vie aussi quand je commençais à voir pour la première fois. Je pense que j'avais vu le visage de ma maman. Donc je veux dire que même en marchant par 4 pattes, en tombant, à côté de moi, je crois que ma mère était là. Et notre façon de pleurer aussi, quand on pleure pas papa, on pleure toujours maman. Et le monde a développé aussi d'insultes, pour vous insulter, pour vous toucher vraiment, on insulte la maman. Si on insulte la maman, ça touche le cœur. Voilà pourquoi les gens se révoltent quand on touche à la maman. Donc moi j'ai une grande expérience avec ma mère. L'amour d'un enfant à l'égard de sa mère est quelque chose qui doit être une connexion naturelle, parce que c'est cette mère-là qui nous a portés dans son sein et elle nous a nourris, dont nous avions été l'objet de sa compassion, de sa détermination et même de ses douleurs, de ses fatigues. Elle a tenu bon jusqu'au moment de l'enfantement. Et cette connexion-là, c'est l'expression de notre gratitude à l'égard de la maman. Une mère est sacrée. Et la violence contre les femmes, c'est quelque chose qui doit être révolu aussi, ça doit cesser. Et quand je parle de violence, bien entendu, je pense à la violence physique, à la violence financière, à la violence émotionnelle, manipulation, tout ce qu'on peut faire pour rendre la femme inférieure au profit de l'homme. Donc tous ces comportements, je pense que à cet âge, on n'en veut plus. On cherche plus de partenariat avec les femmes. Voilà, donc c'est vrai que le monde a évolué aussi au sens des maladies psychologiques, borderline, perversion narcissique et les autres. Mais quand vous avez une femme qui souffre d'un tel dérangement émotionnel ou comportemental, donc il faut vite courir vers le médecin, les psychologues pour essayer de voir comment résoudre le problème du couple. Mais la violence n'a jamais d'excuse, quel qu'en soit, qui a fait quoi avant, qui étaient les précurseurs du désagrément, du désaccord, tout ça. C'est bien beau, mais on perd la raison quand on devient violent ou quand on utilise des techniques manipulatives, malveillantes, tout ça, contre une personne qui est supposée être notre partenaire. Donc absolument, je suis contre... Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à Kinshasa, je me rappelle, il y avait un jeune couple qui passait devant ma maison vers 17h comme ça. Et une fois, je pensais qu'ils étaient amoureux, que tout allait bien, jusqu'à un jour que je vis l'homme commencer à tabasser sa copine en pleine rue. À 17h, donc à une heure de pointe, il y avait les écoliers, il y avait des passants, des fonctionnaires qui retournaient du travail, tout ça. La scène était visible à tout le monde, mais personne, n'est allé dire que monsieur, qu'est-ce qui va pas, vous êtes violent et tout ça, non. C'était une situation normale en RDC à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients des conséquences de la violence. Ça peut conduire au suicide, ça peut conduire à la mort lorsqu'il s'agit d'une violence physique. Donc c'est pas quelque chose que nous devrions continuer à prendre à la légère. Donc il est temps que
nous commençons à parler, à s'exprimer violemment contre les perpétreurs de violences domestiques, de violences amicales, toutes sortes de violences psychologiques, financières, émotionnelles, manipulation émotionnelle, tout ça c'est même ce qu'on appelle l'agression passive. Tout cela constitue une forme de violence. Donc elle doit être prise au même degré et elle doit subir les mêmes contraintes pour qu'on ait une société où la femme est protégée, la fille est protégée. Sur les droits de la femme, la progression de ça, sur ce point-là, je peux dire il y a des poids, il y a des mesures. Ça dépend de l'endroit où la personne se trouve et ça dépend des moyens que la personne possède. Par exemple, chez nous en Afrique, et si on veut parler aussi en particulier au Congo, par exemple chez moi, ça progresse, mais en même temps, comme je peux dire, il y a des poids, il y a des mesures. Pour d'autres personnes, ça avance pas, et pour d'autres personnes, ça avance. Par exemple, il y a à l'est de mon pays, il y a plusieurs femmes qui sont en train de perdre leur vie. Il y a plusieurs femmes qui sont violées. Mais leurs droits, ça y est où? C'est pas respecté. C'est pas respecté, leurs droits c'est pas respecté. Et ils traversent des moments qui sont durs, il y a personne n'en parle. Donc comme il y a personne n'en parle, est-ce que leur vie ça vaut pas par rapport à la vie d'autres personnes, par rapport à la vie d'autres femmes qui se trouvent par exemple à Ukraine, tout le monde s'élève partout dans le monde pour en parler. Mais chez moi, personne n'en parle. Par exemple, ce qui se passe à Gaza, leur droit n'est pas respecté. Donc, on doit quand même délier nos bouches pour en parler. Même d'autres sujets, c'est pas facile d'en parler, mais on doit les dire. Il y a des poids, il y a des mesures dans ce monde. On protège l'Ukraine, mais on a laissé à ciel ouvert, par exemple chez moi, à l'est de mon pays, tous les jours les femmes sont en train de mourir, être violées. Par exemple à Gaza, ce qui se passe là-bas, c'est pas normal. Donc il y a des poids, des mesures dans le monde. Les anticorps, ça vient du sein de maman. Hein? Pour être blindé comme aujourd'hui, je prends des substances naturelles qui viennent d'Himalaya. C'est ma maman qui m'a conseillé tout le temps de prendre des substances naturelles, extraits de plantes ou des arbres pour éviter plusieurs maladies. C'est pour ça, aujourd'hui, vous allez voir une petite vidéo. Chers frères et sœurs, votre santé compte. Là, quand je fais les check-up, c'est toujours nickel. Pourquoi? Parce que je me prépare. Je bois le Shilajit et je suis zen, pas de cholestérol, bonne humeur, pas de stress, pas d'anxiété. Côté digestif, très bien. Côté fonctionnement cérébral, très bien. Depuis des années, ça c'est un conseil que je vous donne. Je fais le check-up général de santé chaque année au mois de décembre et je reviens au mois de janvier toujours meilleur. Et le secret c'est ça. Nous travaillons beaucoup aux États-Unis, debout, et les gens ne savent pas. Il faut pas être là à être obstiné à se faire de l'argent, mais la santé d'abord. Si votre santé n'est pas bonne, je vois pas comment est-ce que vous allez faire l'argent. Hein? Les gens font des AVC, les gens font de trucs cérébraux, tout et tout. Faites-vous tester médicalement. On peut vous aider avant que ça soit trop tard. Mais le secret dont je vous propose ici, c'est boire ces substances qu'on appelle Shilajit. Ça va réguler tout ça. J'ai l'habitude, ça fait des balais, ça fait des années que j'utilise ces produits Shilajit. Et à chaque fois que je veux voir mon médecin qui me donne, voilà, aller voir le lab pour faire l'examen général, et ça a toujours été bien. Shilajit. Une chose qui s'est dégagée chez ma mère, c'est que
la morale était supérieure aux richesses. Et elle m'a fait savoir à l'aéroport d'Angil, alors que j'ai quitté pour venir en Occident. Elle me dit, tiens Olivier, quand tu vas là-bas pour étudier, si tu n'as pas l'argent, tu travailles. Et ne vole jamais quelque chose en te disant que, bon, je vole pour faire plaisir à ma mère. Elle dit, j'étais femme de ministre, sénateur et tout. Je n'ai pas besoin que tu me prouves en étant un homme riche, mais que tu me prouves en étant une bonne personne dans la société. En tout cas, c'est là vraiment, je pense, la stabilité que j'ai eue d'elle, quoi. C'est notre départ pour devenir un homme. Ça passe à travers d'une mère. Pour moi, c'est vraiment, elle représente beaucoup pour moi. Elle représente l'ensemble des valeurs. Et s'il y a un mot de la fin à toutes les femmes congolaises, particulièrement, et à toutes les femmes du monde, quels seraient ces mots? En tout cas, ce serait plein d'amour, plein de force à vous, courage. Vous faites des miracles chaque jour en vous réveillant. Vous accomplissez des choses que l'homme parfois n'est pas capable d'accomplir. Déjà, vous donner naissance à un enfant, c'est incroyable, c'est un miracle. Et force à vous, courage, ne baissez pas les bras, ne vous emportez juste pas dans les courants qui vont à gauche, à droite avec tous ces féminismes, blablabla, tu vois. Ce sont juste des choses qui sont créées pour combattre la femme, pour détruire réellement la femme. Restez féminine, restez vous, et puis voilà, l'avenir est meilleur pour vous. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à la manière dont les hommes traitent les femmes en Afrique? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que il y a certains abus qu'il faut condamner venant des hommes aussi. Non, pourquoi? Parce que en grandissant, on nous a appris que l'homme était l'être le plus fort, mais en grandissant, je me rends compte que c'est la femme qui est plus forte que l'homme. Pourquoi? Parce que la femme est plus émotive et elle contrôle plus ses émotions que l'homme. L'homme n'a pas appris à contrôler ses émotions. Sur de ce fait-là, je ne pense pas que l'homme est victime. Je pense pas, excusez-moi, que la femme est victime. C'est plutôt l'homme qui est victime, selon moi, de beaucoup de chantage, beaucoup de crises et beaucoup de problèmes. Bon, parmi les souvenirs que j'ai de ma mère, il y a un souvenir que je peux dire parmi tant d'autres. C'est quand je partais encore à l'école et quand j'ai commencé l'école secondaire, j'étais à l'internat. Et avec des conditions de vivre là-bas, ça permettait pas trop sur le niveau santé. Mais moi-même, j'appréciais beaucoup être là-bas. Mais sur le niveau santé, ça permettrait pas. Et quand j'ai retourné pendant des vacances, un jour, ma mère m'a dit, non, je trouve que là-bas, ça marche pas pour toi et tu vas plus aller là-bas. J'avais beaucoup de regrets pour ça, mais ça tombait bien après, c'est là. Directement, j'ai retrouvé ma voie d'artiste vers l'Académie des Beaux-Arts, donc c'est à travers ma mère. C'est ça, un des souvenirs que j'en ai. Vous savez, en Afrique, la situation des femmes est encore difficile, inclus pour nos mères, qui ont grandi d'ailleurs dans une période où la femme était la ménagère. Donc elle n'avait même pas les droits de finir les études, de travailler, d'avoir d'ambition. Et je pense que ma mère, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans. Elle nous a toujours dit qu'elle voulait finir ses études. Le mariage était purement culturel et c'était pas qu'elle voulait abandonner ses études pour être la femme de mon père. Mais l'histoire a fait de ça comme ça, donc c'est un regret pour elle, elle en parle jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de femmes en Afrique sont encore aliénées, mises de côté et ne participent pas pleinement aux activités de la société. Donc ça, pourquoi moi je dirais que je me bats aussi quelque part pour ça. Moi, je conçois mal qu'une femme soit simplement une ménagère, c'est-à-dire utilisée pour ses bras. Alors que quand nous étions en classe, il y avait des filles qui étaient superbement plus intelligentes que nous. J'en connais, mes copines d'enfance, elles étaient super intelligentes. Donc je vois mal qu'une personne qui est plus intelligente que moi à l'école devienne ma ménagère plus tard.
Donc il faut travailler beaucoup sur de lois et surtout culturellement. Je pense que parfois la culture influence les lois. Et... Bon, il est vrai que je respectais beaucoup plus ma maman, je l'aimais, mais j'étais petit. Je me rappelle un jour, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des querelles avec mon frère. Mais un jour, j'avais dépassé des bornes. Donc, je jouais avec ma petitesse, donc on s'est querellé, je voulais même m'approcher vers mon frère. Donc, quand je parle de mon frère, c'est mon grand frère. Donc, par respect, il est allé dans la chambre. Et quand je voulais suivre, ma mère m'avait interdit d'aller dans la chambre. Donc, j'ai dû rester à côté de ma mère. Mais à un moment donné, par précipitation, j'ai quitté là où ma mère était pour me rendre dans la chambre et continuer avec les discussions. Mais j'ai fini par être tabassé par mon frère. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer fuir vers ma mère pour demander de l'aide. Et elle m'avait dit, je vous avais prévenu de ne pas aller. Mais je vous dis que c'était pas facile parce que mon frère m'a vraiment tabassé. J'avais compris que quand maman vous dit quelque chose aussi, et vous préférez ne pas aller, il faut aussi comprendre et suivre. C'était ça l'effort que j'ai pris dans ma vie. Et j'ai compris aussi que, à tout moment qui me dit attention, je commençais à obéir. C'est ça. Une mère, c'est celle qui donne la vie. Une mère, c'est celle qui accompagne pour la réussite d'une vie. Une mère, c'est celle qui protège. Et en quelques minutes, je dirais que une mère, et comme on dit dans cet adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que la femme, c'est la matrice. C'est celle qui donne la vie. Et c'est celle qui porte la vie en elle. Et puis après donne la vie. Et c'est elle qui donne l'éducation que l'on a depuis son enfance. Je me vois moi-même qui vous parle aujourd'hui, ma mère, comment elle s'est battue pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Parce que, sincèrement, vous savez, nous qui sommes issus de familles de polygames, de parents qui étaient polygames, donc ça veut dire nous avions plus besoin de nos mères pour nous protéger, pour nous orienter, pour nous éduquer. Donc pour moi, je pense qu'une mère, c'est celle-là, l'exemple de ma mère. Et des fois, elle traitait les documents, mais elle n'avait pas le moyen pour me les envoyer en Europe. Et ce qu'elle faisait, elle quittait Kingabwa, là où elle habitait, des fois dans des conditions très difficiles, pas de transport comme vous savez à Kinshasa. Elle venait jusqu'à l'aéroport de Njili pour attendre les gens passer et leur demander, vous partez où? Vous partez en France? Vous partez en Belgique? Et si une personne de bonne foi voulait, répondez oui, je pars en France. Non, j'ai une lettre, mais malheureusement, je n'ai pas l'argent pour poster cette lettre. Mon fils a besoin de ses papiers, a besoin de ses documents pour résoudre son problème. Et cette mère passait des temps, des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, à l'attente de quelqu'un qui peut accepter. On a joué comme ça au moins 5 ou 4 fois. Et la dernière fois, c'était un homme blanc qui habitait à Bordeaux, qui habite Bordeaux, qui a accepté de me ramener le courrier. Et il a dû poster encore le courrier pour que ça arrive là où j'habitais à l'époque au foyer. Pour vous dire comment une mère peut protéger, même si on est déjà adulte. Une chanson où ça nous ramène à valoriser nos mamans, où ça touche nos émotions, à ceux qui ont perdu leur mère, et force à eux. Et donc, par exemple, je peux dire les chansons de Papa Wemba Mama. C'est une chanson qui ça exprime vraiment les ressentis d'une personne qui a perdu sa maman, tous ses rêves qui s'est envolés. Et ça, c'est une chanson que j'ai dédiée ça à tous ceux qui ont perdu leur maman et à tous ceux qui leur maman sont en vie et ceux qui ont aussi perdu leur maman, là où ça fait un peu la mélancolique entre avoir une mère en vie et de ne plus avoir une mère en vie. Là, je renvoie sur la chanson de Maître Gims, Désolé. Limbisanga Mama lelo nga nakanisi yo mabe nyonso nasalaki yo
limbisanga patelanga ye mama elonga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga patelanga wangu sema wangu nayebaki te mama kumulobi akokende yi sema wangu nayebaki te mama Polina lobi akokende sema wangu baninga ya bango ba mama bazalie la mort t'a pas de pitié tala lelo ngai se moko sema wangu yeo mama motema pasi Bon, moi personnellement, j'ai pas l'expérience de perdre une mère parce que ma mère elle est encore là, mais à travers les amis, à travers des connaissances, qu'on a pu être là, essayer de l'aider pendant la perte de leur maman et je réalise qu'il traverse des étapes. La première étape, c'est une étape où tu es face à toi-même, tu n'arrives pas à réaliser que c'est vraiment réel, c'est la réalité. Ta mère n'est plus là. Et ça, c'est pas facile à traverser ça. Et à travers des amis, on a vu, c'était pas facile pour eux, pour cette période-là, voir que sa mère n'est plus là. Et surtout les jours de l'enterrement, pendant qu'on enterre, à ce moment-là, il commence à réaliser que ma mère, elle est en train de partir. Mais après ces périodes-là, c'est des périodes où les amis, nos proches, plongent dans une obscurité totale. Et ça devient vraiment des moments compliqués. Et qu'on sait qu'ils vont plonger là-bas juste après la mort de leur maman, après l'enterrement, bref. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Perdre une mère est une expérience profondément douloureuse. Elle peut avoir de ramifications émotionnelles et psychologiques. Chagrin intense, sentiment de solitude, perte de repères. Voilà, donc moi, je toujours dit à ma mère, je voudrais te voir jamais morte. Lorsque personnellement, j'avais appris la nouvelle du décès de ma mère, je n'y croyais pas. C'était tellement choquant, au point que j'ai dit, je ne l'accepte pas jusqu'à ce que je voie son corps. J'ai été dévasté personnellement. Et jusqu'à présent, je continue à pleurer ma mère. On n'oublie jamais l'amour d'une mère. Je suis tombé malade parce que j'ai quitté le pays pour aller visiter aux obsèques de ma maman. Je n'ai pas eu le courage même de boire de l'eau ou de manger. Pendant une semaine, j'étais tombé malade quand je suis dévasté. Pendant tous les voyages dans l'avion, je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. Je disais, si Dieu peut me faire une faveur, que maman puisse connaître le miracle de la résurrection. Parce que je ne pouvais pas accepter qu'elle s'en aille. Et jusqu'à présent, j'ai toujours la présence de ma mère. Donc, vous savez, perdre un être si cher comme ça, c'est irremplaçable. Et on se dit simplement à cause de la foi chrétienne que nous verrons un jour. C'est la seule consolation, mais il n'y en a pas. Vous voyez, donc c'est un être qui reste marqué, gravé dans votre cœur, et même sa disparition vous trouble chaque fois. Parce que ça c'est personnel. J'ai eu à connaître des cas où mes oncles m'ont joué sur les affaires de business. Mais je regardais l'amour de ma mère. Je
J'ai dit non, non, non. Si je pouvais me venger, c'est comme si je faisais du tort à ma mère. Et à cause de cet amour que ma mère avait, j'ai laissé tomber. Un homme, on s'est construit à travers une femme, et quand ta mère n'est plus là, c'est pour moi, c'est un écoulement du monde. Ton monde, ça s'écoule. Et pour refaire ça, tu peux que le refaire avec ce que ta mère t'a inclus. Une foi inébranlable, quoi. Parce que quand on était tout jeune, elle nous amenait dans une ville, Kinsuka. Et on allait en voiture, en famille, tout le monde, pour aller prier. Et c'est là que j'ai appris mon premier verset qui était « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, et demandez et vous recevez. » Et c'est resté comme ça, depuis que j'avais 9 ans ou 10 ans. Et quand des choses ne marchent pas, je sais toujours, je peux recourir à l'au-delà, demander, supplier. Et voilà, je pense que si elle regarde cette vidéo, elle va se retrouver dans ces messages parce que, voilà, ça a été un message qui m'a guidé, qui m'a même sorti de beaucoup de situations difficiles. Voilà. Donc elle m'a montré la foi en Dieu et que au-delà du fait que on est humain et qu'on a des devoirs vis-à-vis de la société, mais on a aussi des devoirs vis-à-vis de Dieu. Et ça, je garde et je transmets. Je ne garde pas de manière égoïste. Je transmets cette information à mes enfants. Et je leur dis que... Et quand je transmets une information à mes enfants, je leur dis toujours d'où ça vient. Si c'est de ma mère, je dis ça, c'est ma mère qui m'a appris. Si de mon père, je dis la même chose. Voilà. Donc, je suis heureux parce que ma mère m'a appris qu'on peut être heureux même quand les choses vont mal. Voilà. En une phrase, hein, l'amour ne périt jamais. L'amour n'oublie jamais. Donc, je garderai l'image de ma mère comme le meilleur exemple de l'amour qu'une femme peut donner. Je suis le pasteur Nassena Evan, je suis basé ici à Londres. Je voudrais en quelques mots parler de la femme. Mais pas n'importe quelle femme, la femme selon la conception de Dieu. Nous savons et nous connaissons tous sur le plan social quelle est la place de la femme dans la société, mais essayons encore de voir beaucoup plus sur le plan spirituel dans la pensée de Dieu. Proverbe chapitre 18, verset 22, dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Beaucoup de gens ont tendance à dire « celui qui trouve une bonne femme ». Il n'y a pas de bonne femme, celui qui trouve une femme. La femme, quand on parle de femme, c'est déjà une grâce. C'est une faveur qui vient de Dieu. Parce que la femme, en fait, détient des qualités. Quand on parle de femme, on parle des qualités de la femme. La Bible dit encore dans Proverbe 12:4 que la femme vertueuse est la couronne de son mari. C'est celle qui fait haute et comme la carie dans ses eaux. Une femme, c'est la mère de la nation. Une femme, c'est l'appui. Dieu a dit à Adam, je te donnerai, alléluia, une femme qui sera un appui pour toi. Si nous parlons de l'appui et que Dieu nous donne comme appui une femme, ça veut dire Dieu reconnaît que dans l'homme il y a une faiblesse. Et cette faiblesse peut être palliée par la femme. Pas n'importe quelle femme, mais une femme vertueuse, une femme de qualité. La Bible dit qu'elle se réveille tôt. Elle prend soin de sa maison. La femme, c'est l'être qui nous garde, qui nous a gardés pendant 9 mois
dans le ventre. La femme, c'est l'être, malgré enceinte, mais elle prépare. Elle tient sa maison. Elle prend soin de ses enfants, de son mari. Je pense que une femme, c'est, comme on peut dire, un mystère. Un mystère qui ne peut être révélé que par Dieu. Parce que quand Dieu a endormi Adam, il a tiré la femme. Et c'est que Dieu s'est dit avec la femme, l'homme n'était pas là. L'homme était inconscient. Et la seule chose qui peut nous aider à comprendre la femme, c'est quand nous cherchons la révélation auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons que même les hommes, à 50 ans, à 60 ans, à 65 ans, ils n'arrivent toujours pas à comprendre la femme. La femme, c'est une richesse. La femme, c'est une grande révélation. Pour ressortir ce qui est caché dans la femme, il faut la valoriser, il faut l'aimer, prendre soin d'elle. Et surtout, il faut composer avec elle. Que Dieu vous bénisse et shalom. Bye bye. Ok, je remercie Nathan Bonda, Marie-Paul Mwamba, je remercie mes vieux Constant Marie, il mettait toujours Milo Milex, et sans oublier tous les amis partout dans le monde, hein, Natacha Ndongani, Nana Boss, tout le monde, quoi. Voilà, merci, et merci à mes amis en Côte d'Ivoire, mes amis au Cameroun, au Gabon, Centrafrique, sans oublier le nouveau président du Sénégal. Vraiment, je suis content qu'un jeune ait pris le pouvoir là-bas, donc on est content que l'Afrique francophone est en train d'émerger maintenant. Vous savez, on a un gros retard face à l'Afrique anglophone parce qu'on parle beaucoup, hein, nous les francophones, on parle, on agit peu. Maintenant, je pense qu'il y a cette conscience-là, les gens veulent agir plus et parler peu, et c'est demain, nous allons surprendre toute la terre. Merci beaucoup, Olivier Beau.